Bonsoir à tous. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette dernière conférence de notre cycle de conférences qui a été organisé tout au long de l'année et qui s'inscrit dans le cadre de notre projet Science Saturne. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir un professeur de l'université, tout à fait, Christophe Ley, et une personne donc en postdoc, Gwendalina Palmirota, qui vont vous parler de la conquête de l'espace grâce aux statistiques appliquées. Alors, je vais laisser la parole à Eric qui va vous présenter plus précisément les conférenciers de ce soir. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Marguerite, merci d'être là ce soir. Effectivement, je suis un peu triste parce que c'est la dernière fois qu'on va se voir dans ce cycle. Je disais à Maryse tout à l'heure qu'on pourrait peut-être essayer de trouver une solution pour l'année prochaine. Pas forcément sur l'espace, mais c'est pour autre chose. Mais en tout cas, c'est un grand plaisir d'accueillir ce soir Christophe et Gwendalina. En fait, ils sont arrivés récemment à l'université. Christophe, ça fait depuis 2021, si je me souviens bien. Il était en Belgique avant, il a fait une partie de ses études à Bruxelles. Il a été maître d'enseignement là-bas, enfin équivalent lecturer en anglais. Et ensuite, il était à Gand comme professeur et ensuite il est venu retour à Luxembourg dans une certaine mesure pour intégrer l'université. Il fait des choses un peu bizarres qui sont pas très très courantes. Moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est absolument passionnant parce que c'est une autre façon de voir les stats et la notion de data. Je pense que ça, c'est vraiment un élément important et je pense que c'est un peu disruptif dans les approches qu'on peut avoir. Gwendalina, je la connais un peu moins. Elle a fait une partie de ses études chez nous aussi. Elle a été à l'ESA pendant un certain temps. Vous savez que l'ESA est, bon, hormis le fait que ce soit l'Agence spatiale européenne, elle a un intérêt pour Luxembourg pour un certain nombre de raisons, à cause des petites sociétés de satellites qui sont là, comme vous le savez, et aussi parce qu'ils sont très très près de chez nous, à Redut en Belgique, et ils ont, j'ai eu les nouvelles aujourd'hui, c'est que la région wallonne va investir 58 millions d'euros dans le développement du site spatial de Redut qui est à même pas 100 km d'ici, et y compris la partie ESA Academy pour tout ce qui est enseignement, à la fois pour les plus petits, parce qu'ils prennent même des petits à la maternelle le week-end, jusqu'aux plus grands. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez y aller aussi. À bientôt. Donc oui, bonsoir tout le monde et merci d'abord Eric et à l'équipe d'université et bien sûr au lycée Vauban pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour nous d'être ici ce soir et de vous parler un peu de choses bizarres, comme a dit Eric, donc qu'on appelle la conquête de l'espace grâce aux statistiques appliquées. Avant de commencer, je vais juste brièvement vous dire qui sont ces gens qui font les choses bizarres à l'université. Donc c'est mon équipe de recherche qu'on a appelée Midas et vous allez comprendre pourquoi Midas, parce que ça veut dire modeling. On fait de la modélisation, on cherche à modéliser les données par des formules mathématiques. Interdisciplinary, parce que voilà, on travaille avec d'autres disciplines. Data, pas besoin de vraiment expliciter ce que ça veut dire. Et puis applied statistics, donc les statistiques appliquées, ce qui veut dire que on fait des statistiques pour analyser plein de données de types différents. Et l'équipe que vous voyez ici, donc ça c'est notre équipe, il manque juste une personne qui est récemment arrivée, une doctorante. Donc vous pouvez voir ici en haut, c'est un trio de doctorants, donc Georgi de Belgique, Damien du Cameroun, Florian de France, et ça c'est un quatrième doctorant, Ola du Danemark, qui va terminer sa thèse dans un mois. Et puis donc il y a une cinquième thésarde qui vient juste de commencer et qui n'est pas encore, pour laquelle on n'a pas encore pris de photos officielles. Et puis j'ai aussi dans le groupe 2 postdocs, donc Gwendalina, qui est ici avec moi et qui vient de commencer en février après son passage à la European Space Agency. Et celui que vous voyez ici, c'est Senthil qui nous vient d'Inde. Donc c'est un groupe très international avec des nationalités tout à fait différentes. Et voilà, on cherche à établir vraiment donc un pôle d'expertise en termes d'analyse de données à l'université du Luxembourg. Et une des choses que l'on fait, c'est travailler sur des données spatiales. C'est évidemment une expertise que Gwenda nous a rapportée, la connaissance de l'espace. Et donc on va vous parler de cela aujourd'hui. Donc au menu d'aujourd'hui,
On va commencer comme entrée, je vais vous parler de manière générale d'intelligence artificielle, sciences des données et les statistiques. Pour un peu d'abord dire de quoi est-ce qu'il s'agit, parce que c'est des mots qu'on entend un peu partout, c'est des buzzwords, mais on ne sait pas trop exactement ce que c'est. Après, le plat principal, qui malheureusement n'est pas visible comme ceci. Sur l'ordinateur, on le voit, là vous ne le voyez pas. Donc le plat principal sera donné par Gwenda, c'est là où on va vraiment parler des données pour la science, pour analyser les données spatiales, donc ce qu'on appelle les données directionnelles. Gwenda va vous en parler. Et puis, moi, je reviendrai pour le dessert pour vous parler de l'importance d'une connaissance de base de statistiques. Donc, tout d'abord, je commence par une question. Et bien sûr, il y a deux personnes ici qui connaissent ces images, qui doivent évidemment s'abstenir d'une réponse. Vous voyez ici deux images. Et une de ces images a été peinte par un humain et l'autre par une intelligence artificielle. Je vais vous demander de voter. Qu'est-ce que vous pensez? Laquelle a été peinte par un humain et laquelle a été peinte par une intelligence artificielle? Donc, l'image en haut. Qui pense que l'image en haut a été peinte par un être vivant? Je vois qu'il n'y a personne qui ose lever la main, et ça à bonne raison. Il semblerait que tout le monde reconnaisse que en bas, c'est ce qu'a dessiné Van Gogh. C'est la célèbre Nuit étoilée de Van Gogh. Et en haut, ce que vous voyez, c'est en fait une intelligence artificielle qui a peint une partie d'une ville. Donc, ça a été fait sur base d'une photo. On lui a donné une photo et c'est l'intelligence artificielle qui a alors peint cette partie de la ville à la manière de Van Gogh. Et c'est ça que vous voyez, c'est ça le résultat. Donc, c'est époustouflant ce qu'il y a moyen de faire de nos jours avec l'intelligence artificielle, qui est partout dans notre société. Bon, je ne l'ai pas mis ici sur les slides, mais bien sûr, la grande trouvaille, si on veut dire, de ces derniers temps, qu'on entend partout, c'est évidemment ChatGPT. Donc, vous pouvez poser plein de questions à ChatGPT et c'est évidemment une des plus grandes... c'est un des plus grands sujets de conversation, sujet de débat concernant l'intelligence artificielle récemment. Mais l'intelligence artificielle, on la voit aussi déjà depuis un petit moment, comme par exemple sur Facebook, sur Netflix, sur Amazon. À chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle des recommender systems, donc des systèmes qui vont vous faire des recommandations, vous avez regardé tel ou tel film sur Netflix, donc on estime que pour vous, un tel autre film va être intéressant. On a l'impression qu'ils savent un peu lire nos esprits, mais c'est ça que fait l'intelligence artificielle. Sur base de notre comportement, ils arrivent à faire des prédictions plus ou moins correctes sur ce que nous aurions envie de faire dans le futur. Un autre exemple, c'est celui que vous voyez ici, la reconnaissance faciale. Les intelligences artificielles sont de plus en plus capables de reconnaître les différentes personnes, de savoir les identifier. Et tout cela a commencé par des questions simples. Est-ce que ceci est un chat ou pas? Est-ce que c'est un humain ou pas? Ça a mis du temps jusqu'à ce que l'intelligence artificielle ait pu répondre à ce type de questions. Mais de nos jours, c'est possible pour elle de dire humain ou pas. Et ça va beaucoup plus loin. C'est utilisé en médecine. On lui donne une photo et il arrive à dire sur base d'une certaine photo, sur une partie interne de notre corps, si cette personne possède une certaine pathologie, si la personne est malade ou pas. Et elle permet d'indiquer l'endroit où quelque chose va mal. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle, elle est de plus en plus omniprésente dans notre société. Je vous avais dit qu'on allait expliquer un peu les mots, et donc la question c'est, mais c'est quoi en fait l'intelligence artificielle? Et pour cela, je prends cette définition-ci, donc je vous mets la source britannica.com. Donc, on peut la décrire comme la capacité d'un ordinateur numérique ou d'un robot contrôlé par ordinateur à effectuer des tâches généralement associées à des êtres doués d'intelligence. Donc, je pense que ça décrit assez bien ce que fait l'intelligence artificielle. Et les origines de l'intelligence artificielle remontent à la fin des années 40. Et ça, je pense que c'est très surprenant parce qu'on a l'impression que c'est hyper récent, qu'on le voit partout et que ça change le monde. Et à se dire de là, que ça a commencé dans les années 40, c'est surprenant. Mais la raison pour laquelle on a cette
cette vision un peu non réelle de quand l'intelligence artificielle est réellement survenue, c'est parce que ça nécessite une énorme puissance d'ordinateur qu'on n'avait pas il y a encore jusqu'à 20 ans, par exemple. On ne l'avait pas encore. C'est pour ça que c'est avec l'avènement, avec l'incroyable puissance d'ordinateur que nous possédons aujourd'hui, que l'intelligence artificielle a réellement pu être mise en place. Mais le concept date déjà d'il y a plus de environ 80 ans. Un très populaire ouvrage à l'époque était le Computing Machinery and Intelligence de 1950 par Alan Turing, celui qui a vraiment mis l'idée en place de l'intelligence artificielle. Et lui, c'est aussi l'auteur du Turing Test ou jeu d'intuition, qui est justement un jeu avec un chatbot, avec une machine pour tester, il peut lui poser des questions pour arriver à détecter s'il est en train de parler avec un humain ou avec une intelligence artificielle. Je pense qu'avec ChatGPT, il aurait déjà plus de mal à pouvoir faire la distinction. Et ici, je vous ai mis l'affiche du film qui est sorti dans les cinémas, Imitation Game, qui justement relate un peu la vie d'Alan Turing. Alors c'est assez marrant, on ne parle pas vraiment du Imitation Game lui-même, donc le titre est potentiellement pas idéalement choisi ou est un peu misleading. Donc l'intelligence artificielle, en quoi est-ce qu'elle consiste? Vous avez peut-être un peu de mal à lire ce qui est mis en petit, donc je vais vous dire ce qui est mis en petit. Donc c'est traitement du langage naturel, pouvoir reconnaître ce que moi je parle, pouvoir reconnaître ce que je dis. Processus robotique, ça c'est, je pense, ce que la plupart des gens associent à l'intelligence artificielle, c'est que c'est des robots qui effectuent des tâches. Ensuite, nous avons boîte de discussion, ça c'est justement ChatGPT. Et puis la plus grande partie, celle que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Donc en gros, quand on parle d'intelligence artificielle, pour la plupart du temps, il s'agit d'apprentissage automatique ou machine learning en anglais. Donc le machine learning fait partie de l'intelligence artificielle, il en occupe la plus grande partie. Et c'est pour ça que je veux aller un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que c'est que ce machine learning? Parce que les robots, on peut comprendre, on a un peu une idée de ce que c'est qu'un robot qui agit par lui-même. Mais c'est quoi en fait ce machine learning? Pour le définir, retournons en l'an 1959 et la définition par Arthur Samuel. Donc il dit « It's a field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. » Donc les ordinateurs sont censés apprendre par eux-mêmes. Et pour rendre cela plus clair, j'ai fait un petit dessin moi-même. C'est pour ça que ce dessin est peut-être un peu chétif parce que je l'ai fait avec mes petites connaissances de dessin sur ordinateur. Donc, je vous explique la différence entre la programmation traditionnelle et le machine learning. Donc, à gauche, programmation traditionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des données, on a un programme et on donne les données au programme et le programme nous donne un résultat. Exemple, le programme, c'est prendre la racine carrée, la donnée, c'est 64, il va vous donner comme résultat 8. Donc c'est comme ça ce à quoi on est habitué classiquement, effectue une opération, il l'a fait et il nous donne le résultat. Maintenant, dans le machine learning, c'est l'effet inverse. On a de nouveau des données, mais cette fois-ci, ce qu'on lui donne, ce n'est pas le programme, mais c'est le résultat. Et on lui demande de créer le programme qui lie les données au résultat. Donc, en gros, si on lui donne 8 et 64, il est censé dire « Ah, de 64 à 8, on passe en prenant la racine carrée. » Donc, il est censé apprendre, si je lui donne 64, 8, 49, 7, 25, 5, il va apprendre que ce qui lie les nombres, c'est le fait de prendre la racine carrée. Et donc, c'est comme ça que fonctionne le machine learning. Et pour revenir à l'exemple que j'avais discuté avant, la reconnaissance d'image, est-ce que c'est un chat ou non? Là, comment est-ce qu'on fait? On donne à la machine plein d'images. Sur un certain nombre d'images se trouve un chat, sur un certain nombre d'images ne se trouve pas un chat, et alors c'est à l'ordinateur lui-même de comprendre est-ce que ceci est un chat ou pas. Comment est-ce qu'il le fait? Il analyse pixel par pixel les différentes images, et alors il reconnaît ce genre de forme-là, ces couleurs-là, cette combinaison, ça doit être un chat. Donc, on lui donne plein de données pour lesquelles on lui dit chat ou pas chat, et c'est lui-même qui détermine comment il va apprendre à dire que c'est un chat ou ce n'est pas un chat.
Donc nous voyons que machine learning, intelligence artificielle, tout cela a besoin de plein de données. Et ça nous met évidemment la puce à l'oreille. Mais c'est quoi alors la science des données là-dedans? La science des données, c'est un domaine qui regroupe plein de domaines différents. Le machine learning, donc l'intelligence artificielle en fait partie, mais la science des données comprend aussi des domaines comme les mathématiques et la statistique. En voyant ici que la science des données se trouve un peu au centre de mathématiques et statistiques, computer science, donc informatique, et très important aussi, domain knowledge, donc connaissance du domaine. Pour pouvoir extraire quelque chose d'un jeu de données, il est important de connaître le domaine dans lequel on travaille. Si moi on me donne des données médicales, et ça arrive assez souvent, ce que je fais, j'analyse ces données, mais j'ai besoin d'un expert qui me dit ce que représentent ces données, parce que sinon je vais tirer des conclusions sur base des données, ce qui est OK, mais je ne saurais pas vraiment en tirer une conclusion médicale, parce que je ne comprends pas suffisamment bien ce que veulent dire les données. Surtout si on me donne des abréviations, donc juste une nomenclature que seuls les médecins peuvent comprendre. Alors moi, pauvre data scientist, je ne saurais pas faire grand-chose. Je sais juste leur dire, voilà ce que je trouve, est-ce que c'est censé ou pas? Et c'est alors à eux de faire la conclusion. Donc la science des données, c'est cette combinaison de toutes ces différentes disciplines, et on cherche à extraire des connaissances à partir de là. Enfin, les statistiques appliquées, donc là on est plus déjà dans le côté des mathématiques. Avec les statistiques appliquées, on peut évidemment aussi décrire des jeux de données, donner des moyennes, des médianes, des variances et tout ça. Mais une des choses principales que l'on fait en statistique, c'est l'inférence. C'est-à-dire que on veut pouvoir tirer une conclusion pour tout un ensemble, pour toute une population, sur base d'un simple échantillon. L'exemple classique auquel vous pouvez penser, c'est cette année-ci au Luxembourg, il y a les élections communales et les élections nationales. Auparavant, il y a toujours des sondages qui sont faits pour savoir quel est le feeling des gens à ce moment-ci. Mais quand on fait ce sondage, on ne demande pas à l'ensemble de la population, on demande peut-être à 1000 personnes. Et sur base de ces 1000 personnes, alors on dit un tel parti recevrait entre 15 et 16% des votes, par exemple. Et ça, c'est nécessaire de le dire ainsi, parce que on ne peut pas toujours demander à toute la population. Vous serez bien embêté si à chaque fois on vous appelait pour faire un sondage, si à chaque fois vraiment on demandait à tout le monde. D'un côté, ça a duré beaucoup trop longtemps, même dans un petit pays comme le Luxembourg, mais ce serait aussi très énervant pour les personnes qui seraient à chaque fois appelées. Donc ça ne peut pas se faire. Donc on doit prendre un échantillon. Et justement, la statistique permet de faire une conclusion pour l'ensemble de la population sur base d'un échantillon, tout en quantifiant l'incertitude qui est liée à cela. Donc je vous donne ici un exemple. Là, notre population, c'est l'ensemble des différentes galaxies. Et comme échantillon, nous prenons 3 galaxies et nous faisons un test statistique où nous mesurons certaines quantités sur base de cet échantillon, et nous cherchons alors à le généraliser pour l'ensemble de toute la population que vous voyez ici. Et donc justement, l'inférence statistique, c'est un ensemble de méthodes mathématiques qui vous permettent de généraliser à partir d'un échantillon pour l'ensemble de la population un certain aspect, une certaine vérité. Donc c'est ça qu'on fait en statistique. Et les statistiques ont prise, pour rester dans la thématique, ont prise leurs origines dans l'espace d'une certaine manière. Un des premiers modèles statistiques provient de Carl Friedrich Gauss, très célèbre mathématicien, qui est représenté ici. Et lui, il a établi sa fameuse courbe en cloche de Gauss vers 1809, et ce, en observant les étoiles. Il a fait des mesures de la position des étoiles, et il savait que, pertinemment, il faisait des erreurs. Ce qu'il mesurait, c'était pas uniquement la position, mais son instrument de mesure faisait des erreurs. Et pour pouvoir quantifier cette erreur, il cherchait un modèle, il cherchait une formule mathématique grâce à quoi il pouvait modéliser ce terme d'erreur. Parce que en le modélisant, il pouvait mieux quantifier l'incertitude. Et il a trouvé
par un processus mathématique, il est tombé sur la formule qui correspond à la célèbre cloche de Gauss. Donc, dans cette formule où vous voyez le paramètre mu qui nous indique où est le centre de la courbe et le paramètre sigma qui nous indique à quel point la courbe elle est large ou pas large. Donc, selon le choix de sigma, nous obtenons une courbe plutôt large, comme celle en jaune ici, ou plutôt centrée autour de la moyenne mu, comme celle ici en rouge. Donc, ça vient vraiment de l'espace. Et donc, nous allons continuer maintenant avec Gwenda qui va vous parler des données spatiales. Merci Christophe. Donc avec moi, on va découvrir les statistiques directionnelles. Donc tout d'abord, je vais vous présenter, mais c'est quoi en effet les données qu'on travaille dans les statistiques directionnelles? Donc on les appelle données directionnelles. Donc regardons quelques exemples. Donc on va commencer par les comètes. Donc en astronomie, on distingue entre deux comètes. On a les comètes de période courte et de période longue. Donc ici, par exemple, dans l'image, si à gauche, vous voyez donc un comète. Et ce que nous, on s'intéresse, c'est les orbites, donc leur trajectoire. Et ça, on peut donc visualiser. Sur l'image, on ne voit pas vraiment. Normalement, ici, ça devait être une sphère. Donc ici, on peut donc illustrer toutes les orbites des comètes. Donc le point ici jaune représente notre Soleil. Et mathématiquement, donc les directions, on peut donc les illustrer comme un facteur. Okay, un facteur où la longueur n'a pas d'importance. Donc ça veut dire que seulement la direction compte. Donc dans ce cas, on parle de données directionnelles. Un autre exemple en astronomie, c'est les taches solaires sur notre Soleil. Donc ça, c'est vraiment une image très récente, prise hier, okay, de notre Soleil. Donc vous voyez, là, il y a des activités sur sa surface, okay, donc avec à l'œil nu, on ne voit pas les taches Soleil ici, sur la Terre, mais avec les satellites, on a donc des images ainsi qu'on peut voir donc ici les cercles. Ce sont donc des taches solaires. Et le Soleil, il a un cycle de 11 ans où il évolue. Et quand il arrive donc à son sommet, donc au pic, il a beaucoup de taches solaires. Donc l'image ici que vous voyez à droite, on a illustré toutes les taches solaires d'un cycle, donc de 11 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a aussi des données directionnelles, plus précisément des données sphériques, ça veut dire des données sur la sphère. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Les deux exemples, on avait des données directionnelles, plus précisément des données sur la sphère, qu'on appelle aussi données sphériques, quand mathématiquement, donc, c'est une sphère unité qu'on écrit donc par S2. Et donc, l'image le montre très bien. Donc, on a une sphère et on a donc les points sur la sphère. On peut généraliser tout cela. Donc, on considère donc une hypersphère qu'on écrit donc plus généralement par cette expression-là. Donc, tout simplement, peut-être, voilà, c'est mathématiquement une définition, mais si vous prenez par exemple D est égal à 2, vous trouvez le cercle d'unité. Okay, donc, D est égal à 3, vous obtenez de nouveau la sphère unité. Donc, c'est une généralisation et on appelle ça une hypersphère. OK, on sait c'est quoi les données directionnelles, mais comment travailler avec des données directionnelles? Comment manipuler? Faisons un exemple très bêtement. On veut calculer la moyenne. Faisons très simple. On prend des points que note x1 jusqu'à xn sur une droite réelle, donc sur une ligne, et on veut calculer la moyenne. C'est très simple. Je pense que presque tout le monde sait comment calculer la moyenne. C'est la somme de tous les points divisé par le nombre total. OK, d'accord. On connaît la moyenne sur une droite réelle. Imaginons maintenant qu'on représente les points, donc x1 et xn, mais sur la circonférence d'un cercle d'unité. La question se pose, est-ce qu'on peut utiliser la même formule? Donc la formule ici.
Prenons un exemple très bêtement. Prenons par exemple x1, donc je vais considérer 2 points. Donc x1 de 1 degré, x2 de 359 degrés. Si on prend la moyenne, on obtient un point à l'intérieur du cercle. Donc ça ne vaut pas 180 degrés. Donc vous voyez qu'une chose si bêtement, si simple, calculer une moyenne, on doit l'adapter pour des données directionnelles, dans ce cas des données circulaires. Donc on peut conclure que les notions classiques ne marchent pas ici. Donc on doit les adapter. Donc déjà à l'époque, comme Christophe il avait dit, Gauss, il y avait donc la théorie classique des erreurs pour la position des étoiles, et Fischer, un autre fameux statisticien, donc représenté ici par un petit comique. Donc lui, quand il a lu les travaux de Gauss, il a compris voilà, qu'il n'a pas considéré la topologie. Donc la topologie, c'est une déformation spatiale. Et donc, déjà là, à l'époque, il a dit, voilà, il faut réinventer la rue pour les données directionnelles. Donc en total, en conclusion, on peut dire, voilà, les statistiques directionnelles, ce sont une discipline des statistiques qui fournit des outils mathématiques, mais pour des observations, comme par exemple des directions, des angles, des rotations sur un cercle, sur une sphère, ou si on fait la généralisation sur des hypersphères, on peut aller aussi plus loin, par exemple sur un tore ou sur un cylindre, qu'on peut illustrer comme un tube. Donc mathématiquement, tous ces espaces-là, on les appelle des espaces riemanniens de type compact. Ok, on connaît qu'est-ce que sont les données directionnelles, les statistiques directionnelles, mais on ne sait pas encore comment y travailler. Ici, par exemple, on peut utiliser des outils graphiques pour représenter les données directionnelles. Par exemple, le diagramme de Rose, qu'on ne voit pas vraiment bien sur les slides. Donc ici, c'était un exemple de direction de vent. On peut voir qu'il y avait plus de directions ici par le nord et le sud. Donc ici, ça c'est il y a des dispositifs graphiques qu'on peut utiliser pour mieux visualiser des données directionnelles, pas tout bêtement avec des tableaux ou avec des diagrammes. Une autre chose qui est très utilisée, surtout dans les applications dans l'astronomie qu'on va voir dans quelques minutes, c'est les tests d'hypothèses. Très simplement, par exemple, on se peut poser la question dans cette salle, combien de vous ont un téléphone portable? Mathématiquement, on peut faire une test d'hypothèse et dire, voilà, quand on va noter, par exemple, la première hypothèse par H0, est-ce que la distribution des téléphones portables dans cette salle est uniforme, distribuée de façon uniforme? Par sa négation qu'on note donc par H1, si ce n'est pas le cas. Donc on peut faire ça pour une distribution uniforme, mais aussi pour une rotation symétrique et pour d'autres choses. Après, il y a d'autres outils qu'on peut utiliser, par exemple déterminer une distribution de probabilité ajustée aux données directionnelles ou estimer la concentration autour de la direction. Regardons quelques exemples, à nouveau dans l'astronomie. Par exemple, on est intéressé de comprendre mieux notre univers. En astronomie, on étudie les rayons cosmiques. Plus précisément, les directions. On veut savoir leur source. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le même principe que pour les orbites des comètes. Donc, on va considérer leur direction. On prend donc un point qui se trouve, donc, disons, sur la sphère. D'accord? Donc, toutes les directions sont des points sur la sphère, comme le montre ici sur l'image. Et par exemple, là, on peut utiliser un test hypothèse et de dire, voilà, est-ce que les directions des rayons cosmiques sont distribuées de façon uniforme ou pas. D'accord? On peut aussi construire un modèle et simuler ou modéliser ces rayons cosmiques. Un autre exemple, c'est par exemple les cratères sur des planètes ou sur des lunes. Okay? Pas seulement sur notre lune, un exemple, Saturne
ou Jupiter, ils ont plein de lunes. OK? Ici, on prend donc une image, ici c'est Vénus, donc de sa surface, pour détecter tous les cratères grands et aussi les plus petits. On peut utiliser par exemple machine learning. On a après donc des données sphériques, donc ici des points noirs qu'on peut donc représenter ici sur une sphère. Et là, à nouveau, on peut jouer, on peut faire une test de hypothèse, on peut construire un modèle, et ça permet aussi aux astronomes de déterminer à distance l'âge d'une surface, d'une planète ou d'une lune. Un autre exemple très important et très récent aussi, c'est les débris spatiaux. Donc en anglais, space debris, space junk. C'est quoi en effet? Ce sont des petits morceaux des satellites morts ou des satellites qu'on n'a pas contrôle, qui ont été donc détruits. Donc on a plein de petits morceaux et ils flottent à grande vitesse, incontrôlable autour de notre Terre. Donc comme vous pouvez voir ici, donc là on n'avait pratiquement pas de satellites. Et là, ça commence, voilà, la situation, ça commence à s'aggraver. Donc, on a toujours beaucoup plus de débris spatiaux. Et ça devient très dangereux parce que les satellites qui sont donc, qui flottent, qui fonctionnent, quand on a la communication, ils peuvent être détruits par ces débris spatiaux. Donc, là aussi, on peut utiliser des statistiques directionnelles pour modéliser, comme l'a fait aussi nos collègues Kent et son équipe. Donc là, il a modélisé les débris spatiaux sur la sphère et ça permet de contrôler mais aussi prédire la situation. D'accord? Donc tout ça sont des exemples en astronomie où les statistiques directionnelles peuvent aider. Donc c'est vraiment un outil, voilà, pour mieux comprendre notre univers. Donc je laisse maintenant la parole à Christophe pour le dessert. Oui, donc ces statistiques directionnelles, c'est donc comme Gwenda l'a bien expliqué, c'est une partie très particulière, c'est un domaine très particulier des statistiques, et c'est un domaine qui n'est pas évident parce que, comme elle a expliqué, ce sont des données qu'on n'a pas l'habitude de traiter. C'est vraiment un domaine à part parce qu'on a des données donc qui sont sur la sphère, qui sont sur un cercle, et comme elle a expliqué, des notions si basiques comme la moyenne, comme la médiane, tout ce qu'on connaît en fait, tout ce qu'on apprend, il faut le réinventer sur la sphère. Et cela peut paraître une tâche énorme, et on peut se demander pourquoi, mais vous venez de voir un domaine d'application très important qui est dans l'espace. Donc, si on veut vraiment pouvoir tirer le plus possible des données spatiales que nous avons, alors il faut faire l'effort de reconnaître que ces données sont de ce type sphérique, sont de ce type directionnel, et alors utiliser les nouvelles statistiques, donc les statistiques directionnelles, afin d'en tirer le plus grand bénéfice. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis très content d'avoir pu recruter Gwenda dans mon équipe, parce que je travaille par rapport aux statistiques directionnelles dans d'autres domaines, par exemple en biologie, par rapport, mais aussi dans les énergies renouvelables avec le vent, et maintenant on peut donc aussi travailler sur les données spatiales, et on espère que d'ici peu on aura des belles analyses aussi à montrer. Donc là on vient seulement de commencer cette collaboration sur les données spatiales, et on est très intéressé de voir quelles sont les conclusions qu'on va pouvoir en tirer. Maintenant, ce que moi je voulais encore dire ici, c'est un message général. On parle de statistiques qui sont importantes à connaître pour pouvoir analyser les données dans l'espace, mais c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental, le fait de connaître les statistiques. Et même pas juste de connaître les statistiques, d'avoir un petit feeling pour les nombres, parce que trop de gens ont vraiment du mal avec les nombres. Je pense que vous connaissez tous des gens qui vous disent oh, les nombres, j'ai vraiment pas de bon feeling. Ou moi, ce qui m'arrive souvent, c'est quand je dis que je suis statisticien, mathématicien, on dit oh, j'ai toujours été nul en maths. Ça, c'est un réflexe très
qui revient très souvent. Et si on y réfléchit, c'est très bizarre de se targuer, de se vanter. Oh, j'étais nul en maths. Mais, oh, c'est marrant. Et ça ne m'agace pas trop. D'un certain point de vue, c'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas le même sentiment vis-à-vis d'autres branches, comme par exemple les langues ou, je sais pas, le fait de savoir faire certains sports. C'est pas la même chose, mais avec les maths, oui, je sais pas le faire et j'en suis fier d'une certaine manière. Du moins, c'est comme ça que c'est montré. Et c'est bizarre parce que avoir des soucis avec les nombres, c'est pas pratique pour le quotidien. Ne fût-ce que pour faire la déclaration d'impôt, on a besoin de comprendre un tout petit peu les nombres, les chiffres. Hein. Je pense que tout le monde en a besoin. Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour suivre la révolution numérique qui est là et qui n'attend pas les gens qui ont du mal avec les nombres. Ça, c'est une réalité. Il y a ce changement qui s'opère et trop de personnes ont du mal avec ça. Et je ne vous parle pas d'être à même de faire du A carré plus B carré égale C carré, théorème de Pythagore et tout ça. Non, ça, je n'en parle pas. Ça, c'est pas ça la connaissance minimale dont je parle. Mais je parle plutôt de connaître la différence entre moyenne et médiane. Hein, on en a beaucoup entendu parler lors du Covid, quand on a donné les moyennes des personnes qui sont mortes, que ce soit parfois on a donné les moyennes des personnes mortes ou les médianes des personnes mortes, et beaucoup de gens ont dit, mais c'est quoi en fait la différence entre moyenne et médiane? C'est un concept très basique qui serait vraiment naturel et bon de connaître. Tout aussi basique et important sont les pourcentages, savoir calculer des pourcentages, savoir ce que ça représente un certain pourcentage, ou alors des proportions. Ça, ce sont des choses qui, je pense, qui devraient être quelque chose dont tout le monde a vraiment une notion de base et connaît ces concepts. On n'a pas besoin, comme je l'ai dit, de connaître des concepts mathématiques évolués, mais ça, ce sont des concepts qu'il est bon de connaître, d'avoir un petit feeling, parce que ça nous permet déjà de mieux aussi estimer des risques, certains risques, et de prendre de faire un raisonnement qui soit plus judicieux. Et surtout, l'illettrisme statistique numérique, comme je l'appelle, il ouvre aussi grand les portes vers les fake news. Et je vous mets ici un exemple. Donc vous voyez ici deux graphiques. Il s'agit ici des pourcentages de victoire de deux équipes de baseball. Peu importe de quelle équipe il s'agit, disons l'équipe bleue et l'équipe rouge. Si on voit les deux graphiques, et là c'est une bonne chose que vous ne le voyez pas plus grand, que vous soyez loin, parce que en étant loin, vous avez clairement tendance à dire, à gauche, oui, à gauche, l'équipe bleue est beaucoup plus forte que l'équipe rouge, tandis qu'à droite, oui, l'équipe bleue est plus forte, mais elles sont quand même relativement proches. Mais si on regarde un peu plus dans le détail, et je vais voir si je peux faire un zoom. J'aurais pas dû faire ça. Donc non, pas de zoom. Mais si on regarde dans les détails, ce que vous voyez ici, le pourcentage qui est ici est le même que le pourcentage qui est là, 53%, et le pourcentage ici est le même que celui qui est là, 42%. Donc c'est deux fois les mêmes images en fait. C'est juste que à gauche, nous avons coupé toute cette partie qui est là, toute la partie ici en dessous, elle n'est pas montrée. C'est une manière de représenter les données et c'est même pas mentir parce qu'on indique très clairement les pourcentages, 53 contre 42. Donc c'est même pas mentir, mais c'est un peu jouer sur la visualisation. Ici, on indique quelque chose qui est correct, mais on l'indique de manière à tromper les gens. Et ça, si on n'a pas un peu un feeling minimal, on risque de tomber dans le panneau et de se dire, ah mais oui, quelle différence énorme, cette équipe, elle est 4 fois aussi forte que l'autre. Donc ça, c'est quelque chose où je dis, si on n'a pas le feeling pour les chiffres, pour les nombres, si on n'a pas un minimum de connaissances statistiques, eh bien, on va facilement croire à des fake news. On peut aussi facilement être trompé par des exemples comme celui-ci. Donc, je peux vous montrer que j'ai des données qui montrent très clairement que la connaissance de langue augmente avec la taille des pieds. On va se dire, mais comment c'est possible? Et je vous donne un jeu de données qui me permet de tirer cette conclusion-là. Ça peut paraître bizarre, mais c'est juste parce que je ne vous ai pas tout dit. Les données que j'ai, ce sont des données d'enfants.
Donc, ce sont des enfants d'âge différents. Et donc, au plus les enfants grandissent, bien sûr, leurs pieds grandissent, mais aussi leur connaissance de la langue. Et donc, pour des enfants, il est vrai que au plus ils grandissent, ben, les deux autres variables, connaissance de la langue et taille des pieds, vont augmenter en même temps. Donc, c'est pas faux, mais le statement en soi, évidemment, n'est pas correct. Il n'y a pas de lien entre le fait de connaître plusieurs langues et d'avoir des grands pieds. Sinon, je sais pas, avec mon 42,5, ce serait pas super. Je serais pas très doué pour les différentes langues. Autre exemple, dans l'Allemagne d'après-guerre, la population de cigognes et les naissances ont chuté en même temps. Signe très clair que les cigognes apportent évidemment les bébés. De nouveau, si on n'a pas un feeling pour comment interpréter ces données, ben, on risque de se dire, mais conclusion très bizarre. Ou alors, un autre exemple qui est très connu, c'est le graphique que vous voyez ici. Sur l'axe des X, ici, vous avez la consommation en chocolat de chaque pays. Et sur l'axe des Y, vous avez le nombre de prix Nobel. Donc, ce qu'on voit très clairement, c'est, il y a quand même une ligne, presque une ligne droite ici. On voit très clairement que la consommation de chocolat augmente donc le nombre de prix Nobel par pays. Ce qu'il faut dire qu'il faut manger plus de chocolat. Et non, c'est de nouveau, il y a une corrélation, oui, mais il n'y a pas de lien causal entre les deux. Et ça, c'est, en connaissant un peu les raisonnements statistiques, on arrive à voir que non, c'est pas vrai. Bon, la Suisse, elle est ici en haut, ça veut dire qu'elle travaille bien au niveau des lauréats, mais c'est sans doute pas dû au fait que le chocolat suisse soit tellement bon. Donc, avoir un peu une connaissance de base, c'est important. Et ceci, donc au lieu d'être fier de ne rien piger aux mathématiques, comme le montre cet exemple-ci, donc le garçon qui dit « Ah, quand je serai grand, je vais inventer une machine qui va éliminer tous les devoirs de mathématiques ou va les faire pour moi. » Son père réfléchit un instant et puis il lui dit « Mais pour construire cette machine, tu as besoin de mathématiques. » Et je pense que ça résume assez bien la situation. Donc au lieu d'être fier de pouvoir se targuer et de ne rien comprendre aux mathématiques, je pense qu'il faudrait faire passer le message suivant. C'est-à-dire que les maths, comme la science de manière en général, nous servent dans la vie quotidienne. Et quand je vous parle de mathématiques, c'est bien ce que j'ai dit avant, les connaissances vraiment de base. Ça devrait être quelque chose qui soit aussi basique que le fait de connaître certaines langues. Et en particulier, un feeling intuitif pour les nombres. Autre message, c'est que ceci est d'autant plus important avec la digitalisation galopante et avec le succès désormais incontournable de l'intelligence artificielle. Ça intervient partout. Le changement est là. Il y a de plus en plus d'intelligence artificielle qui est utilisée partout. Et si on ne veut pas rester derrière cette évolution, alors c'est quand même important d'avoir une compréhension minimale, intuitive des nombres. Donc, on peut dire que nous avons besoin de plus d'esprit scientifique. On peut aussi dire que nous avons besoin d'esprit plus scientifique. Pour combiner les deux, on peut dire qu'on a besoin de plus d'esprit plus scientifique. Et c'est alors que nous pouvons réellement partir à la conquête de l'espace à l'aide des statistiques appliquées et apprécier ce que cela apporte. Nous vous remercions pour votre attention. Oui. Merci beaucoup, c'était passionnant. Ça fait un petit peu écho à la semaine des mathématiques que nous avons célébrée la semaine dernière encore à Vauban et puis le mois des mathématiques. On va passer aux questions. Est-ce qu'on a des questions? Ah, je croyais. Bonsoir et merci pour la présentation. J'ai une première question. Quelles sont vos sources de données? Donc, toutes ces données directionnelles, quelles sont les différentes sources que vous utilisez? Les sources, ils sont donc disponibles sur les sites, par exemple NASA ou l'ESA,
Ils sont vraiment, comme on dit, free, donc presque gratuits. Donc là, on obtient donc nos données. Parfois, on doit faire une petite transformation. Donc, comme j'ai montré dans l'exemple pour les orbites des comètes. Donc, quand on va considérer la direction, donc l'effecteur, et après on prend le point donc sur la sphère. Mais voilà, les données sont vraiment gratuites. On peut les trouver voilà sur comme les sites NASA, ESA, mais aussi d'autres entreprises spatiales qui, par exemple, SES. Je ne vais pas maintenant mentionner toutes les entreprises, mais ils sont disponibles. D'autres questions? Est-ce que, avec des mots faciles peut-être, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que vous faites concrètement dans votre recherche? Donc, quel type de problème vous essayez de résoudre? Ce type de problème, c'est un peu plus compliqué d'expliquer parce qu'il y a plein de petits problèmes. Donc, mon background, c'est plutôt mathématiques théoriques. Donc, avec Christophe, j'essaie d'utiliser ce background pour construire des modèles. Par exemple, là, pour les cratères, donc des modèles encore plus puissants, parce qu'on a plein encore... ça existe déjà des tests hypothèses, mais parfois ils ne sont pas robustes ou parfois, voilà, ça dépend vraiment des données. Donc, ma mission, c'est vraiment de construire des modèles pour des données directionnelles qu'on trouve dans l'espace. Là, il y avait par exemple des exemples de cratères, comètes, taches solaires, mais il y a aussi d'autres exemples que je n'ai pas montrés parce que voilà, on est en train de faire la recherche. Par exemple, les étoiles, il y a les pooled stars, que c'est par exemple sur un cercle, donc ça c'est quelque chose de très nouveau. Aussi les débris spatiaux, donc pour le moment c'est seulement voilà, nos collègues Kent qui ont développé ce modèle, mais c'est vraiment le début. Donc ma mission c'est de continuer d'améliorer ces modèles et aussi de construire des nouveaux pour des données directionnelles dans l'espace. Je vais peut-être juste encore donner un exemple d'un autre domaine pour forger un peu plus l'intuition. Bon, par exemple, un jeu de données que j'avais aussi analysé, donc ça c'est, même si on est sur Terre, on est dans l'espace d'une certaine manière. Donc ça c'est vraiment, c'était avec des fourmis, désolé. Donc c'était une expérience qui date des années 50, où un certain monsieur Yander, un Allemand, il avait lâché des fourmis rouges suivant un tube, et les fourmis sont donc arrivées ici. Leur direction a été au hasard, telle qu'elles sont arrivées là-bas, et d'un côté, ici, il y avait une source lumineuse. Et lui, il voulait savoir quelle était la direction vers laquelle partaient les fourmis. Il voulait analyser ça. Et il voyait que la plupart des fourmis partaient en effet vers la direction lumineuse, mais pas toutes. Et il voulait pouvoir décrire leur comportement. Donc ça fait partie de l'étude du comportement d'animaux. Et ça, lui, ce qu'il a donc regardé, c'est quelle est la direction qui a été prise par les fourmis. Et qui dit direction, on dit évidemment statistique directionnelle. Donc ce sont des directions qui ont été indiquées donc sur le cercle unité. Et donc plus de 60 ans après, en fait, avec un collègue, on a réanalysé. Maintenant, avec les données directionnelles, on a réanalysé ce jeu de données sur les fourmis, et cela nous a permis de donner des réponses plus adaptées, plus modernes, on va dire, par rapport à ce qu'ils avaient fait dans les années 50, où les statistiques directionnelles n'étaient pas encore réellement développées. Et c'est un peu la même chose qu'on cherche maintenant aussi à faire dans l'espace. Il y a beaucoup d'analyses qui ont déjà été faites, mais pas encore avec les statistiques directionnelles. Et ce qu'on cherche à faire, c'est à montrer que c'est quand même la bonne mise en place de les considérer comme des données directionnelles, parce que c'est des données directionnelles, et d'utiliser ces outils-là, parce que ça nous permet d'obtenir des réponses un peu plus adaptées, un peu plus correctes pour les problèmes en question. Donc on va en fait, plusieurs problèmes qui ont déjà été analysés, on va les réanalyser, mais avec le véritable setting mathématique. Merci pour vos explications.
Vu mon âge, j'ai pas tout compris, mais enfin, j'ai vu quand même l'image que vous nous avez montrée sur les déchets de satellites. Bon, effectivement, tout le monde est au courant et plus ça va, plus il y en a. Cela représente un très grand danger pour d'abord les satellites existants et pour les navettes spatiales, et bien entendu, qui se baladent au milieu de tout ça. Vos statistiques permettent-elles de savoir le sens, la vitesse, le poids, l'impact de tous ces objets pour pouvoir en faire un modèle et éviter aux navettes, par exemple, de se retrouver dans un endroit où, à tel instant, à telle heure donnée ou à tel, je sais pas quoi, sens par rapport au soleil ou ailleurs, il risque d'avoir ou pas des impacts. Est-ce que c'est ça? Et est-ce que ce sera fiable? Parce que l'arrivée de nouveaux déchets, je pense, change le mouvement des déchets existants. Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'on va y répondre. Je vais d'abord donner une petite explication générale. Donc, c'est en effet quelque chose qu'on a envie de faire. Gwenda saura en dire un peu plus sur les données qui sont accessibles. Quelque chose qu'on aimerait faire, c'est en effet pouvoir décrire le positionnement et l'évolution du positionnement des satellites pour pouvoir dire quelle est leur distribution, leur répartition sur, dans l'espace environnant de la Terre. Pour cela, on a évidemment besoin de données assez concrètes et surtout fiables, et c'est des données qui sont changeantes tout le temps. Une fois qu'on a un tel modèle, on pourra faire, c'est le but de faire des prédictions, et la puissance des statistiques, c'est justement de pouvoir quantifier à quel degré nous sommes sûrs de ce qu'on avance. Donc on peut dire, nous prédisons que ce satellite va se bouger de telle ou telle manière en regardant les données, en mettant un modèle mathématique dessus, et on va aussi pouvoir dire, mais nous sommes sûrs à 90 ou quelque chose % de notre résultat. Donc ça, les statistiques nous permettent aussi de quantifier cette incertitude lors de nos prédictions. Et c'est alors, après, évidemment, qu'on pourra voir à quel point c'est réellement fiable. Maintenant, concernant les données. Quelques mots sur les données. En effet, on n'a pas encore les données sur les débris spatiaux. Bon, soyons honnêtes, on n'a pas. Donc, quand j'ai travaillé à l'ESA, on avait vraiment un département qui s'appelle Space Debris, qui ont donc, c'est pas inventé, mais construit donc des programmes qui donnent plus ou moins des données. Donc, c'est comme une simulation. Donc, par exemple, Kent et son équipe, ils sont basés sur ces données de ces programmes fournis par l'ESA. Et par rapport là, on peut donc construire, simuler la situation. Donc, pour le moment, on n'a pas vraiment des données. Donc, on attend, avec l'ESA, avec la NASA, on attend d'avoir des données, mais c'est très difficile d'avoir des données vraiment réelles. Par exemple, pour les tâches solaires, on a beaucoup de satellites qui analysent notre Soleil. Pour les débris spatiaux, la situation, c'est un peu plus compliqué. Et ça, en fait, ce que Gwenda a dit de travailler avec des données simulées ou qu'on appelle aussi synthétiques, c'est quelque chose qui se fait aussi dans d'autres domaines. Par exemple, en médecine, il y a même un site qui engendre, c'est une boîte qui engendre des données de patients qui sont simulées. Et pourquoi c'est là? Justement parce que c'est très difficile d'obtenir beaucoup de données, que ce soit en médecine ou ici encore sur le Space Debris, mais le fait de devoir attendre que les données soient là, ça ralentirait évidemment la science et les développements scientifiques. Et c'est pour ça qu'en travaillant avec des données simulées, donc des données qui ne sont pas réelles, mais qui se rapprochent de ces données réelles, on peut déjà développer les méthodes et les tester sur base de ces données, de sorte à ce qu'une fois qu'on aura les véritables données, là, on pourra tout de suite, on aura déjà fait tout ce travail cognitif et on pourra alors tout de suite appliquer les modèles et peaufiner les modèles sur base des données réelles. J'ai une question concernant les modèles. Dans la première partie de la présentation, vous avez beaucoup parlé d'IA. Ensuite, vous avez beaucoup parlé de statistiques. C'est deux branches différentes.
Donc ces données, disons NASA, ESA, vous les traitez par des modèles d'IA ou statistiques, ou vous combinez, comment vous combinez? Alors, on cherche en effet à faire une combinaison. Donc ça, vous l'avez bien vu. Donc, il y a certaines, ça dépend de la question en fait. Si on cherche à vraiment modéliser les données par une formule pour faire par exemple des tests d'hypothèses, là on est vraiment dans le domaine des statistiques. Donc ça répond à certaines questions scientifiques qu'on se pose pour faire pour répondre à des hypothèses. Si on cherche à faire des prédictions sur base des données, là on rentre plus dans le domaine de l'IA, et donc là on utilisera un peu les méthodes qui proviennent de là. Dans notre équipe, on fait aussi des modèles hybrides qui sont un peu entre les deux, qui combinent, donc ce sont des prédictions basées sur l'intelligence artificielle, mais auxquelles on combine un peu un flair statistique pour les renforcer. Donc ça, ça va être un peu trop technique pour l'expliquer, mais il y a moyen de combiner les deux afin de tirer le meilleur des deux mondes pour obtenir ce type de modèle hybride. Et ça aussi, on a l'intention de les appliquer. Donc vraiment, selon le problème à considérer, on va utiliser plutôt une approche statistique ou plutôt une approche intelligence artificielle. Si je peux seulement ajouter quelque chose, l'exemple c'était sur les cratères. Donc, on avait vraiment la photo prise par le satellite, c'était sur la surface de Vénus. Donc, comme j'avais expliqué, voilà, d'abord pour avoir des données, disons, directionnelles ou des données simplement, on doit utiliser quand même des outils de machine learning, comme j'avais expliqué, donc de vraiment détecter sur cette photo les cratères. Et après qu'on a voilà, les données, on peut utiliser voilà, des outils de statistiques. Donc là, c'est vraiment un exemple typique qu'on a besoin les deux, donc machine learning et statistique. J'ai encore une question dans la continuité. Les outils de machine learning, ça nécessite des masses de données gigantesques. Alors les chats et les chiens, on a des millions de photos, mais dans l'espace, souvent le problème, c'est la taille des bases de données, non? Oui, tout à fait. Okay. Oui, pour le moment, voilà, je suis pas encore, voilà, j'ai pas analysé voilà, le stockage des données. Donc, les données que nous, on obtient, voilà, on essaie d'abord de les comprendre. On utilise après, voilà, à l'Université de Luxembourg, on a le HPC, donc le High Performance Computer, qui nous permet, voilà, quand on a construit le modèle, et si on veut l'appliquer pour des données directionnelles venant donc, de l'astronomie, d'utiliser voilà, ce ordinateur pour faire nos simulations. Et c'est là aussi que les données simulées dont nous avons parlé avant sont très importantes, parce que en effet, comme vous l'avez dit, on a besoin de beaucoup de données pour pouvoir entraîner, comme on dit, notre intelligence artificielle. Et c'est là que il est très important d'avoir différentes sources de données. Et là, il y a un concept qui s'appelle transfer learning, où justement on entraîne une intelligence artificielle sur plusieurs sources de données différentes, et ça peut être des sources de données simulées si elles sont suffisamment représentatives, bien sûr. Ça il faut faire un contrôle de qualité. Et alors, on peut renforcer un algorithme de machine learning grâce aux différentes sources. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui va être important pour pouvoir faire des prédictions sur base des données spatiales. Maintenant, il existe, pour certaines autres données, on en a beaucoup, parce que beaucoup a déjà été mesuré. Donc ça dépend, de nouveau, ça dépend du problème à considérer. Encore une question? Donc, si vous parlez de statistiques directionnelles, donc si j'ai bien compris, toutes les données se baladent sur la sphère. Maintenant, il y a beaucoup de jeux de données, j'imagine, qui sont plus compliqués, qui ne sont pas sur la sphère, qui peut-être est encore un cas facile, très symétrique. Et peut-être, est-ce qu'il y a
Est-ce que les statistiques directionnelles englobent aussi l'analyse des données, par exemple, sur des surfaces plus compliquées que la sphère, des tores ou j'en sais rien, des sphères un peu, des patates ou quelque chose dans ce genre, Alors, comme une astéroïde, par exemple? alors, tu n'as pas tort. On utilise en effet un tore. Le tore, le cylindre, mais aussi pour ceux qui connaissent, c'est quelque chose qu'on appelle Stiefel manifolds, Grassmann manifolds. C'est vraiment des concepts mathématiques très particuliers. Ça fait aussi partie des statistiques directionnelles. Mais l'exemple qui est peut-être le plus simple à voir, c'est en fait, c'est quoi un tore? Un tore, c'est rien d'autre que un cercle et un cercle. En gros, un tore, faut penser à un donut. Un tore, c'est rien d'autre que la combinaison de deux cercles. Et là, on peut se dire, mais ok, donc comment est-ce qu'on peut combiner deux cercles? Par exemple, si vous faites des mesures de vent, et ça c'est fait beaucoup, vous faites des mesures de vent 2 fois par heure. Donc, une observation, c'est pardon, pas la vitesse du vent, la direction du vent, bien sûr. Une observation, c'est 2 directions du vent, donc à 2 moments différents par heure. Et cette combinaison de 2 directions du vent, donc si on regarde par rapport à l'angle, par rapport à une certaine position centrale, ben c'est donc un angle, et donc on a bien un angle, un deuxième angle, et donc ça nous donne des données sur un tore. C'est aussi ça qui est beaucoup utilisé en biologie. Si quelqu'un est intéressé, je peux donner l'exemple biologique. Mais donc, oui, il n'y a pas que la sphère, il y a aussi ces autres corps sur lesquels on analyse des données dans la statistique directionnelle. Par exemple, dans l'astronomie, on peut aussi voir, voilà, le Soleil, on le met donc au centre. Et donc, par exemple, il y avait des collègues qui ont vraiment regardé les taches solaires sur un torus. Donc, c'est parce que nous, on voit toujours la même face du Soleil, mais ne satellite pas. Donc là, on peut vraiment faire le même principe que Christophe il a expliqué. Donc, faire le regarder par rapport à un torus. Donc, comme par un cercle qui entoure le Soleil. Donc, c'est pas... les exemples que moi j'ai donnés, c'était plutôt sur la sphère, mais c'est pas seulement sur la sphère dans l'astronomie. On a aussi le cercle, le torus, aussi le cylindre qui est utilisé par exemple pour les satellites, la position des satellites. Donc là, j'avais seulement donné des exemples sur la sphère. D'autres questions? Moi, je veux bien les précisions sur la biologie. Oui, alors donc en biologie, c'est le fameux protein structure prediction problem, comme on dit, donc prédire comment est censé être je cherche mon mot en français, folding, pliage, oui, le pliage tridimensionnel. Pardon? Repliage. Ah, merci. Le repliage. Donc, en gros, les protéines, c'est quoi? Les protéines, c'est une suite d'atomes. Et ce qu'on sait d'un protéine, c'est surtout la suite d'atomes. Mais il est moins connu comment il est censé se replier en 3 dimensions dans notre corps. En gros, s'il se replie mal, on est malade. S'il se replie bien, on est en bonne santé. De manière très simplifiée. Et ce que les chercheurs en biologie cherchent à faire, c'est ils cherchent à pouvoir prédire, sur base de la structure des atomes qu'ils peuvent voir, quel doit être le repliage tridimensionnel. Et bon, là, on peut se dire, mais où est-ce que la statistique directionnelle intervient là-dedans? Mais c'est parce que, en fait, dans ce repliage, il y a des angles. Il y a des angles qui se font. Et il y a, en fait, ce qu'ils appellent des angles dihédrals. Donc, c'est à chaque fois pour des quadruplés, pour certains quadruplés d'atomes qui sont très importants et qu'on regarde l'un à la suite de l'autre, il y a donc ces 2 angles qu'on repère tout le temps. Donc, on peut mesurer sur base de ils ont une librairie de protéines. Donc, ils ont un certain nombre de protéines qu'ils ont pu analyser, donc, dont ils savent, ça c'est la suite d'atomes, ça c'est le repliement, et ils savent ce à quoi ça ressemble. Et donc, ils ont les données. Et donc,
ce à par quoi ils sont intéressés, c'est de se dire, on a plein de données sur des angles et on aimerait pouvoir faire un modèle qui nous permette de dire si nous avons ces angles-là, alors quel est le repliage le plus vraisemblable. Et qui dit paire d'angles dit de nouveau données sur un tore. Et ça, c'est une recherche qui est que justement le doctorant que j'avais montré au début, Ola, il a fait sa thèse là-dessus. Donc entre l'université de Luxembourg et l'université de Copenhague, où il y a une expertise en bioinformatique qui travaille là-dessus. Donc ça, c'est une question qui est beaucoup recherchée. J'imagine bien. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non? Bon, je vais vous remercier. On est arrivé à la fin de cette conférence et de ces échanges. Un grand merci à vous pour toutes ces réponses. Un grand merci aussi au public qui a posé des questions très intéressantes. Et donc, on arrive effectivement à la fin. Cette conférence, comme nous l'a dit Madame Pourpare-Lafarge et Monsieur Chirart, est la dernière de notre cycle. Donc, on est un petit peu ému pour cette dernière conférence, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Il y a un petit livre d'or, si vous le souhaitez. Vous pouvez laisser un petit mot juste à la sortie de la salle. N'hésitez pas si vous avez envie de laisser un petit mot. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous.